Hola, bonjour, bienvenue en Équateur. Je suis Nicolas, le gérant de l'agence de voyage Terra Ecuador, basée à Quito. Et aujourd'hui, je suis ravi de partager ce moment avec vous pour vous parler de ce formidable petit pays qui couvre l'Équateur et les Galapagos, pour vous parler d'une destination qui est à la fois singulière, qui pour moi et pour nous ici constitue une destination qui est vraiment particulière, qui est une petite quintessence d'Amérique du Sud, c'est concentré en fait du continent, et qui constitue une destination qui est à la fois propice au voyage autrement et aux expériences insolites. Je vais me présenter pour commencer. Terra Ecuador, c'est une petite équipe de passionnés. C'est une agence qui a été fondée en 2010, qui est constituée de 6 experts locaux, de spécialistes du voyage sur mesure. On est tous polyvalents, on fait la vente, la logistique, les opérations. On est une équipe multiculturelle et on est tous particulièrement passionnés par la destination. Donc, nous avons Jackie, Samantha, Mélanie, Florentine et Gigiana, qui n'est pas sur cette photo, mais qui nous paraissait important de faire apparaître. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous faire comprendre en fait que Terra Ecuador, c'est surtout un collectif de talents, de personnes. C'est notre principale richesse qui nous permet justement de valoriser, d'arpenter, de vous faire découvrir notre territoire d'une autre façon. Et pour me présenter en quelques mots, écoutez, moi, j'ai plus de 40 ans maintenant. Je suis amoureux et installé en Équateur depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis économiste à la base. Je suis venu en Équateur une première fois en 2005 pour aller faire des ascensions de volcans, notamment le volcan de Cotopaxi et Chimborazo, étant passionné d'andinisme. Je suis revenu dans les années 2010 pour plonger aux Galapagos, étant dive master et breton. J'ai un tropisme fort sur la richesse et la biodiversité sous-marine. Et j'ai décidé d'y poser définitivement mes bagages en 2014 pour m'installer ici avec ma petite famille et pour faire connaître l'Équateur sous un autre regard. Donc ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'à travers des projets de tourisme, de construction de voyages sur mesure, d'événements, d'hospitalité et d'interaction autour du communautaire et du tourisme régénératif, j'ai pu tisser un vrai réseau et surtout une expertise terrain que je me fais un plaisir de vous partager au quotidien avec mes équipes pour vous montrer l'Équateur sous un autre regard en sortant un petit peu des sentiers classiques. Voilà. Pour aller plus loin, je vous proposerai cette petite vidéo qui illustre aussi un petit peu nos conditions de travail à Quito et qui permettent aussi à tout à chacun de comprendre quels sont les membres du collectif de Terra Ecuador. Parce que je considère que nous sommes un équipage. Voilà, je vous laisse visionner ceci, puis je reprends la parole par la suite. Hola, c'est Florentine, en Équateur depuis 2023, sur la partie vente et logistique. Ma région préférée, les Andes équatoriennes et mention spéciale à la lagune de Kyoto. Hola, moi c'est Samantha. Je suis arrivée en Équateur chez Terra Ecuador au début 2024 sur le poste de Community Manager, Marketing et bientôt conceptrice voyage. Et ma région préférée c'est l'Amazonie évidemment pour l'observation des animaux. Hola, moi c'est Mélanie, en Équateur depuis 2021 et chez Terra depuis 2022 en tant que conceptrice voyage et logisticienne. Mon gros coup de cœur ici en Équateur, ce sont les Galapagos. Hola, soy Viviana, en Terra trabajo en la parte de administración y finanzas. Llevo trabajando ya 9 años. Soy una ecuatoriana muy orgullosa de su país y me encantan las majestuosas montañas de mi país. Alors, Terra Ecuador a une identité forte et un ADN qui nous est cher, au-delà des valeurs classiques d'un réceptif local qui sont la passion, l'expertise et la compétence terrain. Nous, vraiment, on s'ancre sur une thématique de personnalisation de nos voyages, vraiment en fonction de nos clients. Donc, ça suppose forcément une base de disponibilité, une forme d'empathie pour tout le temps être à l'écoute de nos voyageurs, de nos fournisseurs, de nos collaborateurs, être réactif. On vous répond toujours sous 24 heures, on vous envoie un devis sous 24 heures. Et surtout, tout au long du voyage sur place, c'est de la personnalisation. On rencontre nos voyageurs toujours à leur arrivée à Quito, parce qu'on voyage dans le pays généralement un peu en étoile, donc on se voit, on se suit pendant le voyage, on s'appelle, on envoie des WhatsApp très régulièrement, on crée une vraie intimité avec nos voyageurs et on met en place des services de conciergerie avec des petites surprises, des petits cadeaux tout au long du périple, qui fait que du coup on a vraiment une proximité et une intimité avec les voyageurs, que ce soit en direct quand c'est du B2C ou en tant que représentant local d'une agence basée aux 4 coins du monde. Notre focus en termes d'ADN, c'est vraiment se différencier sur des voyages de qualité. On préfère faire moins, on préfère faire mieux et on veut pousser l'insolite, l'immersion et la pluralité des profils, tant du côté de nos voyageurs que du côté de nos fournisseurs. Tout ceci avec une forte conscience environnementale autour de la RSE, de nos impacts positifs vis-à-vis des communautés et vis-à-vis des écosystèmes, dans une logique de slow travel, voyager moins souvent, prendre son temps, dormir plusieurs nuits au même endroit et surtout compenser avec des impacts positifs l'empreinte de notre voyage.
Concrètement, notre vision du voyage elle se constitue autour du pilier du voyage vertueux. L'Équateur est un pays qui s'y prête parfaitement, parce que c'est un petit pays, c'est la moitié de la France, où on veut vraiment mettre le voyageur au cœur de son projet. C'est-à-dire que le voyage, il est sur mesure, il est co-construit avec lui en fonction de ses envies, en fonction de ses expériences précédentes, d'autres destinations qu'il aura pu voyager, de ce qu'il recherche, et en fonction de ses attentes. Donc, il est vraiment au cœur de son projet dès la conception, dès nos premières interactions. On appelle toujours les voyageurs pour construire avec eux ou l'agence pour co-construire l'itinéraire. Jamais de générique, jamais de brochure. Et on permet aussi au cours du voyage au voyageur d'être acteur, c'est-à-dire qu'il peut participer lui-même lors de moments qu'on définit en amont dans les Andes ou en Amazonie, sur des thématiques de reforestation, de permaculture, de régénération, de vie ma vie, de tranches de vie, pour à la fois saisir et mieux comprendre, mais aussi expérimenter. C'est ça qui nous paraît important. L'autre pilier de ce voyage, c'est effectivement la durabilité. On choisit des hébergements qui ont peu d'impact, qui sont engagés, et surtout, on met en exergue et on permet de découvrir, au-delà de l'effet waouh de la mosaïque de biodiversité de l'Équateur, des projets qui sont concentrés, reconnus et engagés sur les thématiques de préservation, de conservation, voire de régénération d'écosystèmes, qui sont en danger ou qui doivent être reconstitués. Tout ça, c'est quoi l'objectif? C'est on vient en Équateur pour un voyage d'une vie. Ça nous permet de proposer une meilleure découverte sous des angles plus thématisés, plus engagés. On prend son temps. Comme on se le disait, on fait mieux, mais on fait moins. Enfin, on fait moins, mais on fait beaucoup mieux. Et on s'y engage. Et surtout, ça permet de valoriser une forme d'authenticité plus qualitative que les classiques de l'Équateur au pas de course, tels qu'ils pouvaient se pratiquer il y a maintenant une décennie. Concrètement, Terra Ecuador aussi se caractérise, et on en est très fiers, par une appartenance à différents réseaux de collaboration. Le premier, le pilier, c'est le réseau Terra Gaia. Nous, vraiment, on est membres fondateurs de ce projet de Terra Gaia qui, en quelques mots, en fait, promeut un voyage uniquement extraordinaire. On veut, ensemble, construire une exploration d'une nouvelle forme de voyage extraordinaire et décarbonée, avec un bilan carbone connu, réduit, contenu, et on invente une collection de voyages qui vont marquer à jamais nos voyageurs. L'idée, c'est de laisser une empreinte positive sur les voyageurs et sur l'écosystème, et pas uniquement sur la destination. À ce titre, on est également membre actif du réseau Together, des réseaux des réceptifs qui sont en transition, et on fait partie localement ici en Amérique du Sud des réseaux ATTA et LATA. Tout ça pour aussi nous inscrire dans un collectif, dans une démarche altruiste de valorisation autrement de notre destination. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. L'Équateur, en tant que tel, c'est un tout petit pays, comme je vous le disais, c'est la moitié de la France, 250 000 km². C'est un pays qui est lové entre les Andes, entre la Colombie et le Pérou, qui est bordé par le Pacifique, l'Amazonie profonde, et qu'on appelle généralement le pays des 5 mondes. Entre l'Amazonie, les Andes, la côte Pacifique, les Galapagos et le Choco Andino, qu'on appelle également forêt de nuages. Et c'est un petit peu ça que je veux essayer de vous présenter aujourd'hui. Mon objectif, c'est pas de vous permettre d'être des experts de l'Équateur, c'est pas l'objet, c'est de vous inspirer et vous faire comprendre en fait que ce pays a beaucoup à offrir. C'est vraiment une quintessence d'Amérique du Sud. Et à ce titre, plutôt vous inspirer sur quelques paysages et revenir ensuite au cas par cas sur des thématiques et sur des conceptions de voyage. Ça s'inscrit dans un parcours de formation pour les agences de voyage qu'on a construit ici avec l'équipe, qui est sur plusieurs modules. Ce blog d'aujourd'hui est essentiellement une introduction pour, je l'espère, vous donner l'envie d'en savoir plus et nous recontacter pour qu'on se forme et qu'on vous donne des tips sur comment on travaille sur la destination, comment on l'opère et comment est-ce qu'on peut construire des voyages absolument hors du commun et très qualitatifs sur la destination Équateur et Galapagos à travers ces 5 mondes. Basiquement, en fait, l'Équateur se caractérise par son emplacement géologique, géographique, on est au cœur des Andes, on est sur la ligne équatoriale, donc entre les deux hémisphères. Quito est dans l'hémisphère sud, juste sur la ligne équatoriale. On arrive en Équateur par vol internationaux sur Quito ou Guayaquil. Ça se fait en avion depuis l'Europe sans vol direct. Il faut passer soit par Madrid ou Amsterdam, ou le Panama ou éventuellement les États-Unis. Ce qui est hyper intéressant et hyper agréable en Équateur, c'est que ces 5 mondes bien marqués sont disponibles toute l'année. L'Équateur est atemporel. On appelle ça le pays du printemps éternel. On n'a pas de saison vraiment marquée. On n'a pas de saison des pluies non plus. On a un ensoleillement permanent. Donc, du coup, ça permet de combiner tous ces mondes et que c'est une zone qui est facile d'accès. On peut proposer l'Équateur tout le temps, toute l'année, sans hésiter. C'est un pays qui ne requiert pas de visa, pas de vaccin, pas de traitement paludéen. C'est vraiment facile et facile à organiser, facile à opérer toute l'année. Donc, n'hésitez pas. Il y a des saisons qui sont peut-être un peu plus propices, qu'on aime nous un peu plus par rapport à son activité animalière ou ses saisons, qui sont généralement plutôt décembre, janvier, février et juin, juillet, août, septembre. Mais finalement, c'est pas vraiment si marqué que ça, compte tenu du changement climatique également qui est en cours. Et l'Équateur se visite toute l'année. L'Équateur atemporel, n'hésitez pas. Concrètement également,
quelques images un peu de la biodiversité. L'Équateur, c'est un petit territoire qui recense plus de 15% de la mégadiversité mondiale. Donc, en fait, sur un tout petit territoire, vous avez vraiment un concentré de tout ce qu'on trouve en termes de bosquets primaires, de bosquets tropicaux, de paysages d'ondes avec tous les étages d'altitude, depuis les vallées jusqu'au Paramo, jusqu'à la haute montagne. Et la même chose quand on descend de l'autre côté sur le versant occidental du pays, vers la côte Pacifique, et les Galápagos, qui est un archipel volcanique et qui est un univers en tant que tel. On y voit donc beaucoup d'espèces endémiques et uniques, les toucans, les ours à lunettes, les baleines selon les centres de migration, à chaque fois qu'on fait une expédition scientifique de recensement dans les différentes réserves dans la nature, on en retrouve de nouvelles espèces. Le colibri, qui est un animal emblématique ici. On voit également les dauphins roses du Cuyabeno et les lions de mer. Concrètement, l'autre chose en Équateur, c'est que c'est un voyage waouh. C'est-à-dire qu'au cours d'un même séjour, vous allez avoir un accès à des paysages multiples. C'est ça qui est vraiment fascinant ici, c'est que voilà, sur un 15-20 jours, vous avez le loisir de transitionner et d'avoir différentes étapes et différents paysages qui sont généralement autant emblématiques de différents pays. Et là, vous avez tout en concentré. Donc là, on a les vigognes du volcan Chimborazo, le point le plus éloigné du centre de la Terre le plus proche du Soleil, à plus de 6000 mètres. Vous avez la Voie lactée dans les Paramos, les écosystèmes du bassin amazonien, et puis les Galápagos autour du pinacle de Bartolomé. C'est ça qui est vraiment intéressant sur l'Équateur, c'est son histoire aussi. L'Équateur est un pays qui a peu de vestiges archéologiques, mais néanmoins, il y a une histoire importante en termes de population pré-inca, l'effet de la colonisation inca, la colonia, l'époque républicaine, qui vous donne aussi un patrimoine architectural, minéral assez intéressant qu'on peut diffuser au cours de différents séjours à différentes étapes. Mais il y a beaucoup d'histoire aussi en Équateur. Elle n'est pas forcément en mode vestige, elle est essentiellement autour de ses traditions et de ses communautés. Je vous montre quelques exemples des traditions plutôt andines qu'on peut avoir dans la Sierra Norte et Sierra Central, autour notamment de l'Yauma, autour des cosmovisions, autour des Yachak, de la musique, des Pamba Mesa. Et c'est ça vraiment la force de l'Équateur qui m'a beaucoup attiré, et qui m'y maintient, la preuve, j'y suis toujours, sur ces communautés. On a vraiment un État plurinational, on a plus de 14 peuples qui composent l'Équateur, qui ont tous leur histoire, leur tradition, des langues différentes, des tenues vestimentaires, une gastronomie, des cosmovisions un peu communes et en même temps avec des vraies spécificités qui justifient justement un peu cette immersion au gré du voyage, pour une diversité ethnique, de couleurs, de chants, de voix, d'odeurs, d'ambiance, qui raviront tout à chacun. C'est ça qui est le point fort. Bien évidemment, le mot sensationnel est parfois un peu galvaudé, mais j'ai vraiment l'impression, en tant que jeune papa, mais également en tant que voyageur averti qui a bien sillonné le monde, comme bon nombre d'entre nous, que l'Équateur, en fait, ressent sur son territoire des activités de conservation, d'observation d'oiseaux, d'animaux, d'insectes, de randonnée à cheval, de l'aventure sur du rafting sur les différents versants des Andes, du parapente, la marche, le trekking est une expérience importante. On a tout type de balades, ça peut être des marches de quelques heures à la demi-journée, à la journée, sur des treks beaucoup plus engagés. On a effectivement de la haute montagne avec des sommets comme le Cayambe à 5008, le Cotopaxi à 5000, le Chimborazo en photo ici à 6003, qui sont des activités d'expédition en tant que telles, qui permettent justement de se dépasser, mais de voir les paysages au rythme du pas, dans des cadres différents avec différentes acclimatations possibles. Et bien évidemment les Galápagos et la côte Pacifique qui offrent à la fois du snorkeling et de la plongée pour voir la biodiversité marine qui est également importante. La gastronomie de l'Équateur, qui aujourd'hui aussi est en train d'être découverte. Le patrimoine équatorien est méconnu, contrairement à celui du Pérou, alors qu'on a peu ou prou les mêmes ingrédients. L'Équateur, c'est le pays qui a le berceau de la domestication du cacao, mais on a également beaucoup de café. Les cultures de la côte permettent un accès à des fruits de mer en quantité astronomique. Donc du coup, c'est vraiment ça aussi l'intérêt de l'Équateur, c'est que c'est une nation qui est foodie les gourmets pour permettre justement d'exercer le palais, et le voyage commence aussi par les expériences gustatives et culinaires. L'Équateur pour qui? C'est pour tout le monde en fait. C'est ça qui est aussi attractif. Ça peut correspondre à des familles, ça peut correspondre à des couples d'amis. Vous pouvez venir avec des adolescents, avec des enfants. Vous pouvez venir avec des amis. Pour toute la palette d'âge, de 2 ans jusqu'à 85 et plus. Vraiment pour chacun, on a des profils d'activité, des rythmes de voyage adaptés. Et donc l'altitude en soi n'est pas un problème. La plupart des vallées équatoriennes sont entre 2500 et 3000, donc pas sujettes au mal des montagnes. Quand on va un peu plus haut, on prend le temps de s'acclimater. L'Amazonie, facile d'accès pour tous, qu'elle soit profonde ou proche, ça dépendra de la zone où on va. Et puis les activités communautaires et nature sont omniprésentes tout au cours du voyage.
Voilà, en quelques mots, pourquoi on vient en Équateur? Justement, on y vient pour l'exploration, pour de l'aventure, pour de la reconnexion, pour du bien-être, pour vraiment expérimenter sa biodiversité et sur tout type de profil de voyageurs. C'est ça qui est vraiment marquant ici, c'est qu'en fait, sur un séjour assez dense, vous avez une vraie biodiversité. Alors, du coup, pour vous rentrer un peu plus dans le détail, j'ai pas forcément envie de vous raconter un voyage type et vous présenter un itinéraire. Comme vous l'avez compris, rien n'est générique chez nous, tout est sur mesure et personnalisé. Ce que je voulais vous donner un peu en ordre de grandeur, c'était plutôt comment est-ce qu'on travaille et on opère cette destination. Un voyage moyen en Équateur, c'est plutôt 14 à 17 jours. C'est un petit peu plus long longtemps à ce que justement il s'allonge. Là, je vais vous présenter ce qu'on pourrait faire par exemple en couple ou en famille. La plupart de nos voyages se font en privatif avec des guides francophones ou des chauffeurs locaux. L'autotour est une option. Il faut parler espagnol et être un petit peu aguerri sur les routes équatoriennes, mais le réseau routier est de qualité, donc aucun problème. Ce voyage-là peut s'opérer donc toute l'année, pas hésiter. Plutôt décembre, janvier sur celui-ci ou sur l'été, sur juin, septembre. Et le budget moyen en Équateur, qui est un pays dollar, donc c'est le dollar américain qui a cours, on est plutôt sur un tarif aux alentours de 370 à 400 dollars par jour. Donc, sur cet itinéraire-là, je vous proposerai macro aujourd'hui, pour vous inspirer, à une durée du coup d'une quinzaine de jours, va nous permettre de commencer par la Sierra du Nord, descendre l'avenue des volcans, donc cette espèce de corridor interandin avec des volcans qui bordent le pays avec leur sommet entre 4000 et 6000 pour voir toutes ces haciendas, ces écosystèmes de Paramo, et ensuite on descendra tranquillement en Amazonie proche puis en Amazonie profonde. L'idée, c'est de vous inspirer pour vous montrer un peu quel type de paysage et d'activité on peut faire dans le pays. On commencera par Quito, sa capitale, bien évidemment. C'est le premier entrée dans le pays. C'est le centre historique qui est classé UNESCO. C'est la première ville à avoir été classée UNESCO en 78, et qui a donc un patrimoine architectural incroyable dans la ville coloniale qui est piétonne ou dans la ville moderne avec des musées. On est lové au milieu des Andes avec justement une multiplicité de collines et de perspectives. On y mange bien, il y a de la culture, on a plein d'expériences un petit peu différentes et donc forcément ça justifie d'y consacrer au moins 2 jours. Ensuite,
Rien de tel que de concrétiser cette aspiration à la nature et à la biodiversité d'aller dans le Chocoamino, dans la forêt de nuages. C'est la région de Mindo, on peut aller plus vers Mashpi, on peut aller vers Nanegalito, qui sont accessibles par 2 heures de route. Et là, on y va surtout pour un écosystème de transition. On est dans la nature, il fait chaud, on a 1800 mètres, beaucoup d'humidité, beaucoup de toucans, de colibris, de papillons. On y va vraiment pour découvrir un paysage d'orchidées, sur des petites randonnées au milieu des cascades, à la journée. C'est une terre de cacao, une terre de café. Donc généralement, on fait un petit peu un sas de décompression après les affres du grand voyage intercontinental pour venir ici, pour s'y ressourcer quelque temps. Ensuite, l'idée, c'est d'enchaîner justement sur la mine des volcans. Et là, c'est quelques paysages de paramo, de haute montagne, de moyenne montagne. Ce qui est intéressant en Équateur, c'est que c'est accessible. Tout ce que je vous montre, là, vous pouvez y accéder sans aucune difficulté en voiture. Pas besoin de trekker 4 jours, de venir à cheval. C'est vraiment, tout un chacun peut vraiment voir de ses propres yeux et prendre ces photos-là sans aucune difficulté, pour avoir justement cette immensité, cette altitude et ces paysages vierges, si ce n'est de leur population accueillante et hospitalière. Ensuite, eh bien, je résisterai pas à l'envie et cette passion très forte que j'ai pour l'Amazonie, qui est un écosystème à la fois intact et magique, avec une biodiversité ethnique. On a plus de 8 peuples en tant que tels qui vivent dans cette partie du bassin amazonien. On est sur les contreforts des Andes qui descendent ensuite vers l'Amazonie. On a 2 façons d'appréhender l'Amazonie proche et l'Amazonie profonde. Tout dépendra du temps qu'il faut et du budget nécessaire. Néanmoins, l'activité, le format est le même. C'est une immersion, c'est une déconnexion. On a différents niveaux de confort, ça va du 2 au 5 étoiles, qui va jouer essentiellement sur le niveau d'authenticité et de qualité des prestations, mais on y va pour découvrir des écosystèmes de forêt secondaire, forêt primaire, voir les populations qui y vivent, leurs traditions, leur cosmovision, les enjeux de conservation aussi de ces forêts par rapport au sujet de l'exploitation pétrolière, au sujet de la déforestation, de la mineria également, des activités extractives, pour justement se sensibiliser tout en ayant un rapport un peu unique à des paradis perdus dans un environnement chaud et humide, qui sont généralement l'expérience d'une vie. Enfin, moi, c'est essentiellement ça qui m'avait marqué lors de mon premier séjour en Équateur. C'est aussi pour ça que j'y suis revenu. C'est que même si on peut attaquer le bassin amazonien de différents angles par différents pays, et là, je veux pas faire du tout offense à mes homologues colombiens, péruviens, brésiliens, paraguayens, etc. Néanmoins, l'Équateur a cette facilité d'accès sur le bassin amazonien et cette biodiversité ethnique et ces écosystèmes qui sont encore bien préservés, qui permettent justement de toucher ça. Donc c'est le 3e ou 4e monde de ce voyage, qui en tant que tel est déjà riche. On y verra beaucoup de biodiversité, des anacondas, des serpents. Vous avez ici en bas en photo le Huatzing, qui est un oiseau préhistorique, beaucoup de guacamayos, du caïman, et puis surtout l'échange, c'est autour des communautés. Donc on passe aussi une tranche de vie du temps chez l'habitant, autour du potager, autour des traditions de la guayusa, des médecines traditionnelles, pour se reconnecter au vivant. Et comprendre aussi les thématiques et les enjeux de vivre en symbiose avec ces écosystèmes depuis tant d'années. Et ensuite,
Partons du coup de l'autre côté, on retraverse les Andes, donc on partira le matin d'Amazonie, on passera par les Andes, par un col à plus de 4000 et on basculera de l'autre côté vers le bassin Pacifique. Donc ça fait une jolie journée de transition en termes de vision et de paysage. On a l'option de la côte Pacifique, qui est une région qui est aujourd'hui un petit peu mal famée. Je ne vais pas vous mentir que l'Équateur malheureusement pâtit des problèmes de narco-terrorisme qui nous impactent aujourd'hui. C'est essentiellement un problème international qui a débordé suite à la fois à l'incurie du gouvernement, mais également aux accords de paix en Colombie. L'Équateur est essentiellement une zone de transport et de logistique autour de ces alcaloïdes et ils portent préjudice, mais dans les faits, finalement, la plupart des petits villages sont des villages de pêcheurs très authentiques. On a des populations plutôt afro, on y vient pour la pêche, on voit beaucoup de baleines lors de la saison de migration. Ce sont des baleines bleues et des baleines à bosse qui viennent se reproduire dans la baie de Puerto Lopez lors de la période juin-septembre, on va dire. Elles sont en train, là, elles y sont en plein avec leur bébé. On y mange du ceviche. Le ceviche équatorien est bien marqué, il est différent, il a toutes ses spécificités, ses saveurs. On y vient pour un peu plus de variété et de relax, mais aussi pour un rapport à la mer et à l'océan, qui est important pour se recharger. Si vous avez plus de temps et plus de budget, également les Galapagos, c'est quand même une destination en soi. Beaucoup de voyageurs viennent uniquement en Équateur que pour les Galapagos, en stand-alone. Le minimum, c'est 6 jours. C'est 5 jours sur 5 nuits sur place pour avoir le temps de profiter. On va aux Galapagos en avion, c'est à 1200 km. C'est un archipel volcanique qu'on vient appréhender comme un voyage d'une vie. Pour un rapport unique aux animaux, puisqu'on a des espèces endémiques qui n'ont jamais été chassées, qui n'ont pas peur de l'être humain. Donc c'est vraiment exceptionnel et émouvant de pouvoir de près toucher, et pas toucher, mais approcher à moins d'un mètre une tortue des Galapagos, partager le banc public avec un lion de mer et découvrir ces écosystèmes marins et terrestres fantastiques. C'est une destination qui est très protégé, c'est un parc national à 97%. Donc les restrictions et les modalités d'opération du tourisme sur l'archipel sont un petit peu complexes et tatillonnes, mais c'est pour la bonne cause. C'est justement pour valoriser, conserver et préserver des écosystèmes qui sont très fragiles, mais qui sont uniques et qui constituent le voyage d'une vie. Donc Galapagos en croisière, en île, des formalités et des modalités sont différentes, sont possibles selon chacun, mais c'est certain qu'au cours de d'un voyage en Équateur, je vous proposerai de venir. Ne serait-ce que pour voir les raimentas, les fous à pattes bleues, les iguanes marins et terrestres, les manchots des Galapagos qui ont une trajectoire d'évolution spécifique du fait de l'isolement de l'archipel. Mais c'est effectivement un peu la cerise sur le gâteau pour finir en beauté lors d'un périple en Équateur. Voilà. Et au cours de ce voyage, bien évidemment, on va vous proposer différents exemples d'expériences communautaires. On partage des tranches de vie au sein d'une famille, en territoire amazonien ou en territoire andin, à San Clemente, à Sarayaku, on cuisine, on partage du temps chez l'habitant, on touche du doigt les pratiques, les modes de vie, les sourires, les histoires, les anecdotes dans des hébergements qui peuvent être simples, mais pas forcément sommaires, ou dans des cabañas pour des modes de vie traditionnels. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir participer à des projets communautaires authentiques, se conscientiser, apprendre et être acteur de son voyage. De même, au cours de ce périple du 14 jours, je vais forcément proposer des expériences insolites et chocolatées. J'en ai déjà parlé en entrée, l'Équateur est le berceau de la domestication du cacao. Ça s'est fait il y a à peu près 5500 années dans le sud de l'Équateur, dans la région de Zamora-Chinchipe. Donc le cacao national Fino de Aroma est vraiment la pièce emblématique de l'Équateur. Ça a été ensuite échangé avec les Aztèques, les Mexicains, et c'est revenu ensuite en Espagne. Mais l'Équateur, maintenant scientifiquement, de façon archéologique, et c'est prouvé, est le pays du cacao. Donc on a toute une diversité, comme le vin, de terroir et d'origine pour des cacaos dans chacune des régions d'Équateur qui ont toutes leur spécificité. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Soit on se fait un testing très exclusif du cacao avec Toac, qui est pour nous une des marques emblématiques d'un chocolat premium. Soit on fait des choses plus simples. On va soit à la source en Amazonie auprès des communautés pour aller voir comment de l'arbre jusqu'au palais, pour voir justement la cabosse, tout le processus de transformation. Ou Uma, qui est une initiative engagée de jeunes entrepreneurs ici sur Quito, autour de la compréhension ludique de la dégustation et du processus de fabrication pour des barres de chocolat. De toute façon, je vous en offrirai ici avec mon équipe. C'est évident, vous ne passerez pas à côté du chocolat en Équateur, c'est impossible. On a effectivement d'autres expériences un peu plus engagées, mais que je trouve vraiment intéressantes de pousser, qui en tout cas pour moi font partie de notre ADN et de nos convictions personnelles, qui peuvent être autour de la reforestation, de la permaculture, autour de la compensation écologique, dans des régions différentes, autour du Capaoui, en Amazonie proche, à la Madriade, à los Chiapas, pour comprendre en fait la cosmovision autour du centre du monde et des calendriers agricoles.
L'objectif quoi? C'est de passer une demi-journée ou de passer une journée ou voire plus, où les voyageurs, la famille, passent du temps pour voir et contribuer personnellement à des projets de revalorisation des écosystèmes autour du socio-éducatif, autour du régénératif. Pour que vous sachiez, sur chacun des dossiers confirmés, Terra Ecuador dédie $20 à ces projets. Ce sont des fonds que nous, on appuie, on y consacre du temps, je reviendrai sur la RSE par la suite. Mais du coup, c'est aussi l'idée, c'est d'embarquer nos voyageurs sur la compensation écologique, sur la conscientisation, sur la génération d'impact positif, en les mettant au cœur de la démarche et au cœur du voyage. Et ça passe très bien au cours de cette séquence multi-expérientielle d'un voyage ici en Équateur. En termes d'engagement, effectivement, pour nous, c'est important d'être responsable. Alors évidemment, on est au service de notre écosystème de DMC, donc en local, auprès de nos guides, de nos chauffeurs, de nos fournisseurs, qui sont des amis depuis toutes ces années. Je pense à Carlos, je pense à Manuel, je pense à Juan Carlos, je pense à d'autres, bien évidemment, avec Anna. On s'est engagé sur des certifications qui démontrent nos pratiques, nos bonnes pratiques et notre conscience, soit au niveau international avec Travel Life, soit au niveau local avec la Distinctive Oku à Quito. C'est surtout au service de nos voyageurs. On les rencontre, ils nous envoient des photos, on leur offre des petits cadeaux, on thématise, on a des kits cadeaux pour des familles en bas âge avec des enfants, selon leurs âges, avec pas mal d'activités, petites surprises qu'on égrène au fil du voyage, pour des lunes de miel, pour des clients un petit peu plus fortunés ou plus exigeants. Mais donc, on a toute une forme de petits clins d'œil remis à l'arrivée ou durant le séjour qui vont agrémenter le voyage. Et c'est surtout, on essaie de se mettre en cohérence avec notre vision du voyage et nos engagements. Pour nous, le tourisme est mort et donc vive le voyage. Revenons à notre essence de réceptif qui est terrain-terrain et voyage-voyage. Réduisons les étapes de voyage, faisons moins. Pas de vol domestique. Là, les Galapagos, on peut pas faire sans, malheureusement. Et dans le reste du pays, sur les vols intérieurs entre Quito, Guayaquil, Cuenca, voire même en Amazonie, on peut se permettre de faire l'impasse et donc du coup aussi de décarboner au maximum et de réduire nos empreintes. Ça passe par aussi des engagements auprès de nos fournisseurs sur les mobilités douces et surtout, on essaie de rallonger la durée du séjour. Vraiment, l'Équateur, en macro, considérer que 14 jours, c'est vraiment le minimum. On peut faire un peu moins, mais c'est parce que nous, on va pousser. Notre panier moyen, il est plutôt autour de $6,000 sur une durée moyenne de 17 jours. Et c'est ça qu'on veut tendre pour un voyage d'une vie qui soit cohérent, conscient et engagé. En termes d'actions concrètes, je vous en ai parlé. Ce que j'évoque ici, c'est des choses que nous, on fait et qu'on finance grâce à nos voyageurs, mais aussi grâce à notre temps perso et notre exemplarité. Vous avez les liens des QR codes pour aller éventuellement creuser, on en parle sur nos pages, mais clairement, c'est aider les communautés à organiser elles-mêmes, selon leur cosmovision, selon leurs décisions, selon leurs priorités, de l'hébergement communautaire qui valorise des familles, qui valorise un mode de vie, des traditions et un patrimoine gustatif. Ça peut être autour de la nature, la reforestation, la permaculture. Dans 4 semaines, on va planter avec l'équipe plus de 50 000 arbres sur une minga géante qu'on finance dans une zone d'Amazonie proche. On fait de la compensation écologique toute l'année sur différents projets. On travaille également à Guamote, plus dans les Andes, cette fois-ci, dans les Andes du Sud, dans une région qui est plutôt pauvre, autour du village de Guamote, du projet Tio Cajas, où on finance un collège pour à la fois amener l'eau, l'irrigation, c'est important, la gestion de l'eau et du paramo et de Yaku. On finance des projets de serre pour générer des projets des sources de revenus complémentaires pour les élèves et ou pour leurs familles. Et c'est des projets qu'on mène dans la durée depuis des années. Et c'est pas uniquement apporter de l'argent, c'est surtout s'engager, connaître, trouver l'intimité, on y prend du plaisir. Et on sait que nos voyageurs adorent également pouvoir, eux, toucher du doigt et participer à ce type d'initiative et d'expérience. Pour en savoir plus, je pense que c'est pas le cadre ici, mais on a plus d'informations sur nos missions, nos valeurs et sur nos engagements éthiques. Vous avez les QR codes qui vous renverront sur les pages de nos différents sites Voyage Équateur et Voyage Galapagos. Et puis aussi quelques petites vidéos. Je ne peux pas m'empêcher, comme vous l'avez compris, de vous partager ma passion de ce pays et de cette destination. Avec toute notre équipe, on est à la fois fan d'exploration et même après 10 ans, je continue à découvrir ou réactualiser ma compétence et ma couverture de la destination. Cette année, on a beaucoup passé de temps justement sur la création de cette collection de voyages extraordinaires. Vous avez ici quelques exemples de retours récents autour du Capacnea, du chemin de l'Inca sacré qui est en train d'être réactualisé, d'approches douces dans les paramos en randonnée à cheval ou d'écotourisme en territoire hachoir en Amazonie profonde sur le Rio Pastaza, tout en bas vers la frontière péruvienne, qui sont des exemples de projets qui vous parlent et que du coup vous pouvez regarder si vous le souhaitez à travers les quelques liens. Voilà. Pour en savoir plus, comme je vous l'ai expliqué de nouveau, pour continuer à approfondir, je pourrais vous parler pendant des heures des merveilles
de mon cher Équateur. Aujourd'hui, c'était vraiment une mise en bouche. J'espère que la picada compartida vous aura mise en bouche et vous donnera envie d'aller plus loin. On a monté des webinaires de 40 minutes plus spécifiques sur la façon de travailler et de pitcher la destination, soit sur la partie Andes, soit sur la partie Amazonie, soit sur la partie Galapagos, quel type de lodge, quel type d'hébergement, les modes de prix, etc., comment fonctionne, comment est-ce qu'on va interagir avec vous pour co-construire ce voyage. L'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est vraiment sur une entrée en matière, mais on a d'autres énormément de supports à vous partager pour vous simplifier à la fois la compréhension de la destination et pouvoir répondre à toutes les objections et surtout avoir envie de venir vous-même en reconnaissance terrain et nous confier vos voyageurs pour qu'on travaille main dans la main pour partager cette magnifique tranche de vie. Voilà. Je fais également écho aux travaux de Together. Je vous parlais de voyage en transition, de voyage conscient. On essaie de contribuer humblement à cette dynamique parce qu'on y croit fermement et on en est fondamentalement convaincu. Je vous renvoie également vers cet article qu'on avait publié l'an passé sur le tourisme. Eric Cochet, effectivement, participe aussi à cette résonance, à cette mise en perspective du nouveau mode de voyage que nous souhaitons promouvoir ici en tant que réceptif local engagé. Restons en contact, vous avez mes coordonnées, les différents mails, les différents sites. Moi ainsi que toute l'équipe sommes vraiment à votre disposition. N'hésitez pas, on sera ravis de vous aider à mieux comprendre la destination plus en détail si vous le souhaitez, vous faire des propositions de voyage spécifiques en lien avec vos profils de voyageurs, vos exigences, vos envies, et on s'adaptera. Voilà, toutes les informations sont disponibles sur ce QR code. Et en quelques mots et en conclusion, voyager en Équateur vous laisse d'abord sans voix avant de nous transformer en conteur. Laissez libre cours à la poésie qui sommeille en nous. Revenons à la source, redécouvrons les paradis perdus et la biodiversité d'une nature exubérante, attachante et aussi qui nous rappelle l'humilité, car le voyage ne vaut la peine d'être vécu que c'est extraordinaire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été clair et concis. Nous sommes à votre disposition pour en parler plus en privé, de façon plus approfondie. En tout cas, l'Équateur est un magnifique pays. C'est une mission qui est à la fois qualitative et immersive pour des voyages uniques et originaux. N'hésitez pas à venir confier vos voyageurs dans ce concentré d'Amérique du Sud. À bientôt.